Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver, une heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec à la une ce soir cette très violente agression à Marseille. Les faits remontent au 24 mai dernier. Un couple passé à tabac gratuitement par 5 individus. 4 d'entre eux sont suspectés d'avoir réalisé cette agression et ont été placés en garde à vue. L'une des victimes a fait du coma. Nous évoquerons ensuite le lancement de la saison à Toulon, saison de la baignade surveillée. Le dispositif a été présenté en première ligne. Les sapeurs-pompiers qui vont recevoir le renfort de la police municipale et de la police nationale. Et puis enfin, c'est aujourd'hui la fin de la trêve hivernale. Un sujet épineux. Nous verrons dans cette émission que les associations comme les Restos du Cœur, par exemple, restent mobilisées durant l'été. Nous serons également avec Florent Oudemont, qui est le directeur de l'association Abbé Pierre pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà pour les titres. Nous allons donc débuter ce grand direct avec ce déchaînement de violences gratuites à Marseille. Un couple a été agressé le 24 mai dernier dans le quartier du Panier. Le pronostic vital de l'une des victimes a été engagé, victime qui a également fait du coma. Les faits avec Valentin Rodriguez. C'est ici, devant la cathédrale La Major, qu'un homme de 45 ans a été sauvagement agressé sans aucune raison. Lundi soir dernier, Richard se baladait avec sa compagne dans le quartier quand 4 jeunes, âgés de 19 à 23 ans, se sont jetés sur lui et l'ont frappé à coups de poing, à coups de pied et même avec un madrier de chantier. Une agression qui a duré plus de 4 minutes selon une source bien informée qui a visionné la vidéosurveillance. Sa femme, elle, a pu s'échapper. Selon les infos de nos confrères de la Provence, l'homme laissé pour mort a souhaité tout de même rentrer chez lui dans le 16e arrondissement, mais son état était trop critique et il s'est empiré durant la nuit. Il a été pris en charge par les marins-pompiers à 4 h du matin. L'homme, toujours hospitalisé, aujourd'hui va mieux après quelques jours de coma. Les 4 agresseurs ont été arrêtés ce vendredi soir par la BAC au boulevard Schumann, grâce notamment à l'aide précieuse des images de la vidéoprotection qui ont pu identifier la voiture de l'un d'entre eux. Écoutez la réaction de Rudy Mana, secrétaire départemental Alliance Police Nationale des Bouches-du-Rhône, qui insiste sur le rôle capital de la caméra de surveillance. Il y a eu un travail de fond effectué qui s'est super bien passé, puisque les collègues de la BAC Centre ont mené une enquête vraiment approfondie d'investigation avec les caméras. Et une fois de plus, on se rend compte que les caméras de vidéoprotection sont ultra utiles pour la sécurité. Il va falloir que certains maires qui sont contre ça reviennent en arrière, parce que c'est catastrophique si on nous lève les caméras. Et ce travail d'investigation a permis d'interpeller 3 jours après, c'est tous les auteurs de ces violences abominables. Selon Rudy Mana, l'un d'entre eux aurait déclaré lors de sa garde à vue « Je voulais me massacrer quelqu'un ». Le quatuor, au moment des faits, aurait été sous l'emprise de protoxyde d'azote. Les 4 agresseurs ont été mis en examen et écroués. L'Assemblée nationale va entamer demain l'examen du projet de loi contre le terrorisme. Et parmi les amendements qui seront étudiés, celui du député des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, qui propose de géolocaliser grâce à un bracelet GPS les détenus qui sortent ou qui ont été écroués pour des questions de terrorisme ou ceux qui présentent des risques de radicalisation. C'est Alexis Ricard qui l'a interrogé à ce sujet. Écoutez-le. Mais il existe une commission d'évaluation de la dangerosité, de la radicalité et du risque de récidive qui peut prendre un certain nombre de mesures, ce qu'on appelle des mesures de sûreté. Aujourd'hui, dans les mesures de sûreté qui s'offrent à la justice française, le bracelet de géolocalisation n'est pas obligatoire. Et moi, ce que je propose, c'est de le rendre systématique, obligatoire, sans le consentement du détenu lorsque cette commission a évalué un risque de dangerosité et un risque de récidive. Voilà, les députés qui vont donc devoir se prononcer, sachez que cela concerne 385 individus qui ont été condamnés pour terrorisme et qui devraient être libérés d'ici 2023. La campagne des régionales à présent et les programmes qui commencent à être connus, les programmes évidemment des différentes têtes de liste. Et hier soir, Renaud Muselier, le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, présentait le sien, un premier meeting organisé à Marseille et suivi par
Arientel Criado. Il est arrivé sur scène, acclamé par ses militants. Renaud Muselier a tenu son premier meeting de la campagne pour les élections régionales. Entouré de ses têtes de liste départementales, le président LR, sortant de la région, a présenté son programme. En tête des priorités, la sécurité, l'écologie et l'emploi. Il y a tout le volet, bien sûr, de l'environnement, parce qu'on a 50% de la région qui est protégée par des espaces naturels quand même, avec 5 millions d'habitants, avec du tourisme, je veux refuser en termes de tourisme de masse, mais un tourisme de qualité, autour de nos festivals, on a la saison d'été à réouvrir, et donc c'est un mix entre le développement économique avec le respect de l'environnement, tout en formant des cerveaux qui trouvent un emploi sur le territoire. Voilà. Aider les jeunes à se former et trouver de l'emploi sur notre territoire, le candidat place l'éducation au cœur de son programme. Il prévoit la création de 3 nouveaux lycées et une cité scolaire internationale. Pour les futurs médecins, Renaud Muselier propose de financer leurs études s'ils s'engagent à rester dans la région. Et donc à ce moment-là, on est sûr qu'à partir du moment où on les aide à se former, on paye la formation, mais en plus à participer à leur formation en les aidant financièrement, eh bien, ils nous doivent 5 ans, et en nous donnant 5 ans, eh bien, on est à peu près sûr d'avoir du personnel compétent, formé ici. Ça nous fait nos formations, ça nous forme nos jeunes, ça nous place nos... Et donc c'est des circuits courts pour la qualité professionnelle. Parmi les autres points majeurs du programme, la culture, le candidat propose d'augmenter le budget dédié de 10%. Enfin, l'économie et les aides aux entreprises. Dès le mois d'août, Renaud Muselier souhaite lancer les États régionaux de la relance. Et puis au chapitre... pas encore judiciaire, enfin si judiciaire justement, les suites de cette explosion dont nous vous parlions en fin de semaine dernière à Marseille, rue de Corse. Vous voyez ces images qui avaient été tournées le jour de l'explosion par Anthony Forgnon. Eh bien, le parquet de Marseille a annoncé qu'un suspect de 42 ans a été placé en garde à vue dimanche dernier. C'est un homme qui était en conflit avec le propriétaire de l'appartement qui a explosé et qui a été légèrement blessé aussi par cette explosion qui a été ressentie à plusieurs endroits de la cité phocéenne avec une grosse fumée aussi qui se dégageait après l'explosion. Donc voilà, un homme a été arrêté et sera donc poursuivi a priori selon les premiers éléments de l'enquête. Vous le savez, à partir du 1er juin, les aides vont commencer à se raréfier pour les entreprises. Le gouvernement souhaite débrancher progressivement, évidemment, la perfusion, notamment autour du fonds de solidarité, les aides à l'emploi également, les conditions d'attribution du prêt garanti par l'État. Bercy qui a pris conscience du problème pour les entreprises qui redoutent la fin de ces aides, le ministère de l'économie qui annonce une rallonge de 15 milliards d'euros. Et vous allez le voir dans les faits, eh bien, les restaurateurs notamment qui ont été en première ligne dans cette crise de la Covid-19, eh bien, eux n'ont qu'une seule hâte, c'est recommencer à travailler pleinement. Écoutez le secrétaire général de l'UMI dans les Bouches-du-Rhône, Frédéric Jean-Jean. On a beaucoup de nos confrères qui n'ont pas encore ouvert. On sait que les aides vont être maintenues dans notre secteur d'activité jusqu'à la fin de l'été. Qu'elles seront dégressives par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Il est évident qu'on ne va pas rester ad vitam aeternam avec des aides. Nous ne voulons qu'une chose, c'est vivre de notre travail. Nous ne sommes pas dans des logiques d'assistanat dans nos métiers. Vous savez, nous on a des métiers où on travaille des 12 à 15 heures par jour, ça ne nous fait pas peur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que derrière, que ce soit les protocoles sanitaires, que ce soit les normes qui soient mises en place, permettent au niveau économique d'avoir des éléments qui nous garantissent une viabilité. On s'intéresse maintenant aux plages de notre région et plus particulièrement à celle de la métropole toulonnaise. Ça ne vous aura pas échappé, il fait beau et chaud, la saison a véritablement commencé. La ville, les pompiers, la police nationale ont donc présenté le dispositif de surveillance, évidemment qui restera en place jusqu'à la mi-septembre. Reportage de Thomas Bernabé. Les beaux jours sont de retour et les plages prises d'assaut. Comme chaque année, 34 sapeurs-pompiers assurent désormais la surveillance de la baignade sur le littoral de la métropole. 12 postes de secours répartis de Toulon au Pradé.
Ça part déjà sur des actions de prévention, puisque nous traversons la crise sanitaire et nous y sommes toujours dedans. Donc c'est répondre à la population sur les dispositifs et les arrêtés du maire, notamment sur la promenade, savoir si nous devons porter le masque et continuer les gestes barrières, puisque la crise sanitaire est toujours là. Ensuite, c'est répondre aux blessures du quotidien, notamment les méduses, les piqûres, les petits coups de soleil. Aussi, il y a la noyade et il y a aussi l'assistance à des embarcations légères qui pourraient dériver lorsqu'on est en période de vent. L'été dernier, les sauveteurs ont réalisé 2000 prises en charge pour 90 hospitalisations. Après 2 confinements et une année de privation, les sauveteurs sont sur leur garde. On s'attend à une influence importante, sachant qu'après, on ne pourra pas les mettre les uns sur les autres. La plage, elle est quand même définie, elle a ses limites. Et on s'attend à avoir une période avec une forte affluence. Si les sapeurs-pompiers sont en première ligne, des policiers municipaux et nationaux ainsi que des agents de sécurité privés font également partie du dispositif. Voilà, rien ne remplace évidemment la vigilance et on rappelle que sur les plages de notre région, les gestes barrières sont évidemment conseillés pour éviter la transmission de la Covid-19. On se retrouve dans quelques instants avec nos deux invités, les deux invités de cette première partie de Grand Direct pour évoquer notamment la fin de la trêve hivernale, c'est demain, ainsi que la précarité qui ne prend pas de pause durant l'été. Et pour en parler ce soir sur le plateau du Grand Direct, nous accueillons Florent Houdemont qui est directeur de la Fondation Abbé Pierre pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous serez accompagné ce soir de Christian Lepine qui est chargé de relations et des grands événements pour les Restos du Cœur à la Seyne-sur-Mer, c'est bien sûr dans le Var. Je vais commencer avec vous, Florent Houdemont, très concrètement. Donc demain, c'est la fin de la trêve hivernale qui avait été décalée en raison de la crise sanitaire. Ça menace environ 66 000 personnes en France. Est-ce que vous avez une idée des chiffres et de la réalité que vous risquez de découvrir à partir de demain dans notre région ? Alors oui, on a des chiffres qui sont chaque année beaucoup trop de personnes, ça se compte en milliers dans notre région, beaucoup trop de ménages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la région Île-de-France, on est une des régions qui a les coûts du loyer le plus élevés, mais avec des revenus moindres qu'à Paris. Et du coup, on se retrouve à avoir les territoires où le taux d'effort des ménages est le plus élevé de France, comme les Alpes-Maritimes notamment, c'est-à-dire la part qu'un ménage doit consacrer de ses revenus pour se loger. On peut rappeler brièvement ce qu'est la trêve hivernale et ce qu'elle induit une fois qu'elle s'achève finalement. Qui est concerné ? Alors c'est en fait l'ensemble de locataires qui sont menacés d'expulsion peuvent bénéficier de cette trêve et du coup l'intérêt c'est vrai c'est que là on avait plus de 18 mois en raison de la crise sanitaire, c'est très inhabituel de trêve prolongée, on peut s'en féliciter sauf que le risque c'est qu'une année normale c'est plus de 15 000 expulsions sèches avec le concours de la force publique et donc là avec un effet de rattrapage c'est 30 000 ménages, 66 000 personnes ça ferait comme vous l'avez bien dit. Et ça peut arriver à n'importe qui. Nous, les ménages qui viennent nous voir, en réalité, c'est alors beaucoup de familles monoparentales parce qu'elles dépendent que d'un seul revenu. Et du coup, le premier accident, une perte d'emploi, un décès dans la famille, une dépression, et très vite, on bascule dans des impayés de loyer. Pardonnez cette question un peu idiote, mais que deviennent-ils une fois qu'ils sont expulsés ? Est-ce que vous, Fondation Abbé Pierre, vous leur proposez, par exemple, des solutions de relogement, des foyers ? Il y a parfois des enfants, j'imagine aussi ? Alors oui, très souvent, j'ai dit une famille monoparentale, c'est très souvent avec enfants. Effectivement, nous, on accompagne le maximum de ménages qu'on peut, notamment en justice pour faire leurs droits. Ce qu'a dit le gouvernement là, c'est pas d'expulsion sans solution d'hébergement ou de relogement, sauf qu'on sait qu'en territoire tendu, ça va être compliqué et que l'hébergement, il faut comprendre qu'une famille à l'hôtel, ça va quelques jours. Mais très rapidement, en plus, on a des fins de prise en charge à l'hôtel, des retours à la rue, et puis on ne peut pas s'y faire à manger, on ne peut pas élever ses enfants. Donc en temps normal, on essaye de se retourner vers la solidarité familiale, sauf que là, on voit bien, avec cette crise sanitaire, on a du mal à faire venir des gens chez soi, fussent-ils des proches, et puis là encore, ça ne va qu'un temps. Donc nous, ce qu'on voit, c'est autant de drames humains, mais horriblement déstructurants pour les familles concernées, qui basculent parfois avec enfants à la rue. Et donc, c'est pour ça qu'on demande des mesures fortes pour s'y opposer. Est-ce qu'il y a des territoires plus concernés que d'autres dans notre région ? Je pense aux grandes villes comme Marseille, Toulon ou Nice, où les inégalités sont criantes.
Nécessairement, vous l'avez bien dit, c'est sur ce littoral très attractif où les prix sont élevés et où pourtant les inégalités sociales sont aussi immenses. Donc en fait, l'effet ciseau abominable dans notre région, c'est qu'on a plutôt plus de pauvres qu'ailleurs. On est la deuxième région en matière de taux de pauvreté, hélas. On a en plus des pauvres très très pauvres. C'est une intensité de la pauvreté qui est stupéfiante pour tous les acteurs que nous sommes. Et ensuite, des loyers très très chers, notamment parce que depuis des années, on n'a pas produit assez de logements sociaux et très sociaux. Donc cet effet impossible où les gens n'arrivent plus à se loger, c'est qui trouve une solution dans des taudis, et là on en vient à l'habitat indigne, qui se retrouvent en suroccupation ou avec des risques d'expulsion, c'est ce qu'on risque de voir avec la trêve, la fin de la trêve, ou qui basculent à la rue avec autant de drames humains terribles. Alors on l'a vu avec le drame de la rue d'Aubagne, puisque vous parliez du mal logement. Aujourd'hui, quel est le rôle des collectivités ? Quels sont les leviers qu'elles peuvent activer, aussi bien les mairies que les départements ou que les régions ? Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer, notamment pour construire ces fameux logements sociaux ? On sait qu'il y a beaucoup de communes qui sont en carence dans notre région. Oui, déjà, c'est que tous les maires se mettent à produire du logement social, cessent de s'opposer à la loi SRU et fassent un effort collectif de production de logements pour les plus pauvres. Mais c'est aussi, parce que là on arrive aux élections départementales, c'est aussi les départements avec les métropoles qui ont un rôle très important à travers le Fonds de solidarité logement. Et donc c'est un fonds qui permet d'aider des ménages en impayés à éviter l'expulsion par une aide financière, un accompagnement au maintien dans le logement. C'est autant de dispositifs extrêmement importants. Et c'est aussi, quand toutes les solutions ont été cherchées et qu'on n'a pas trouvé, une dernière solution qui est de permettre aux gens de se maintenir malgré tout dans le logement où ils n'arrivent plus à payer leur loyer, quand vraiment on n'a pas d'autre solution et que ça évite des drames humains, mais ça veut dire qu'il faut bien entendu indemniser le propriétaire. Il ne s'agit pas de rendre les propriétaires responsables du manque de logements sociaux. Et donc c'est pour ça que nous on se joignait à la voix par exemple du député des Moulins pour réclamer une hausse de 80 millions d'euros du fonds d'indemnisation des propriétaires bailleurs. Le gouvernement nous a concédé 20 millions, c'est nettement pas assez. Alors vous restez avec nous, Florent Houdemont. Dans quelques instants, je vais vous donner la parole, Christian Lepine. Juste ce petit reportage avant de Claudia Olivier, tourné sur la Côte d'Azur. Il va vous intéresser, Christian Lepine, vous qui représentez les Restos du Cœur, puisque les associations comme la vôtre vont rester mobilisées durant l'été. On parle beaucoup des collectes alimentaires, notamment durant l'hiver. Mais là, le défi est également essentiel pour les mois qui arrivent. Reportage donc dans les Alpes-Maritimes, signé Claudia Olivier. C'est lourd, hein. Ah oui, c'est lourd. Pas de trêve estivale pour la précarité. À l'approche de l'été, les Restos du Cœur des Alpes-Maritimes cherchent des bénévoles. L'association continuera ses distributions alimentaires pendant l'été. Au même rythme que pendant l'hiver, parce que la faim elle existe été comme l'hiver. Donc nous continuerons, nous nous débrouillerons pour pouvoir donner tous les produits nécessaires à rétablir des repas comme à l'accoutumée. Comme les Restos du Cœur, le Secours populaire lui aussi restera ouvert tout l'été. Opération phare, offrir des vacances aux seniors et aux enfants en situation de précarité. On prépare des colonies aussi bien à la montagne, peut-être pas au bord de la mer ici, mais dans des parcs d'attractions, pour essayer de changer un peu leur quotidien. C'est notre objectif. Et on a aussi des actions en direction des personnes âgées, qui n'ont pas toujours les moyens de partir en vacances non plus. Donc on fait également des séjours pour les seniors. Direction l'Agorae à Nice. Ici, on prend en charge les étudiants. Là, ici, on a par exemple des pâtes qu'on va ranger juste là-bas et les bénéficiaires vont pouvoir venir les récupérer jusqu'au 18 juin. Mais pas de panique, les bénévoles répondront à toutes les questions des étudiants pour préparer au mieux la rentrée. On va mettre en place des choses comme le guide des aides sociales de l'étudiant azuréen, le GAZEA, qui répertorie en fait toutes les aides disponibles pour les étudiants sur le territoire. Ils pourront donc se tourner vers nous afin qu'on réponde à leurs questions. Ils peuvent nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. On a également le site internet qui est là pour répondre à plusieurs questions. Donc vraiment, il ne faut pas qu'ils hésitent. La crise sanitaire a fait exploser la précarité. La moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur fréquentent les antennes de l'association depuis moins d'1 an. Alors justement, Christian Lepine, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes donc chargé de relations et grands événements pour les Restos du Cœur à la Seigne-sur-Mer. C'est bien évidemment dans le Var. Un petit mot sur ce chiffre qu'on vient d'entendre à la fin de ce sujet. Évidemment, la crise de la Covid, enfin je dis évidemment parce qu'on l'a souvent répété, la crise de la Covid-19 a creusé les inégalités et a fait croître le nombre de bénéficiaires dans les antennes des Restos du Cœur. Vous le constatez vous aussi dans le Var ?
Absolument. Nous, sur le centre, puisque je représente la Seine-sur-Mer, qui est le plus gros centre en nombre de bénéficiaires sur le Var. Sur simplement une année, la période de Covid, on a enregistré plus de 170 familles bénéficiaires dans cette période-là. Donc effectivement, on l'a ressenti directement avec des personnes que nous n'avions jamais vues auparavant, des intérimaires, des saisonniers, des personnes âgées. Donc ça, c'est les personnes qu'on connaît. Enfin, les personnes âgées, on les connaissait bien sûr, mais certaines personnes âgées qui n'osaient pas pousser la porte et qui sont aujourd'hui bénéficiaires des Restos du Cœur. Donc effectivement, c'est une forte augmentation du nombre de bénéficiaires constatés. Et du coup, l'activité de l'association est désormais une activité à l'année, si vous me passez l'expression. Il fut un temps où, en été, on pouvait lever un peu le pied. Là, maintenant, il faut accompagner les bénéficiaires toute l'année. Maintenant, depuis 5 ans, les Restos du Cœur maintenant sont ouverts toute l'année. Puisqu'effectivement, comme m'a dit Mancalogue tout à l'heure dans le reportage, les gens qui ont faim l'hiver ont aussi faim l'été. Donc malheureusement, on est là pour les aider. Effectivement, on est ouvert là. Alors l'été est un peu particulier chez les Restos du Cœur, puisque compte tenu, comme on l'a vu tout à l'heure, des approvisionnements, nous avons des barèmes un peu particuliers l'été, un peu moins, donc plus bas que pendant l'hiver, puisque nous n'avons pas assez de marchandises pour faire face à la demande. Donc, effectivement, on va avoir des gens qui sont vraiment dans une situation de précarité très importante, puisqu'on se promène avec des revenus inférieurs à 500 €, quoi. Donc, c'est quand même énorme. Hein. Donc, et pour autant, on a constaté une augmentation très importante dans cette période-là d'été, d'un été sur l'autre. Je prends l'exemple, encore une fois, de la Seine-sur-Mer. L'été 2019, on était aux alentours de 380 familles sur le centre de la Seine-sur-Mer. On est passé à 450 familles. Oui, donc effectivement, les chiffres sont parlants. Les profils aussi, c'est une question que je poserai à Florent Houdemont. Une question très pratique. Comment on peut donner durant l'été au Resto du Cœur? Durant la campagne, on croise les bénévoles dans les centres commerciaux, la campagne hivernale. Hein. Là, comment on peut vous aider? Alors, comment on peut nous aider? Financièrement, il n'y a pas d'autre solution. Sur les réseaux sociaux, vous allez trouver donc l'adresse des Restos du Cœur, où on peut évidemment donner. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que nous avons constaté, c'est une baisse des dons. Forcément, la crise oblige. On avait auparavant des familles, des gens qui donnaient facilement à plusieurs associations même. Et là, maintenant, ils ont un choix difficile. Il faut qu'ils choisissent une association pour donner. Donc, effectivement, on a constaté une baisse des dons. Donc baisse des dons, ça veut dire baisse des achats, parce que les achats, c'est quand même, pour les Restos du Cœur, plus de 50% des produits que nous distribuons. Le reste, faisons appel à la générosité de partout. Donc c'est les dons des magasins, c'est les récupérations dans les magasins. Là, j'entendais tout à l'heure le besoin de bénévoles. Effectivement, nous, dans l'exemple de la Seine-sur-Mer toujours, tous les matins, nous avons des équipes de chauffeurs qui partent dans les grands magasins, des magasins comme Leclerc, Métro, Auchan, pour en citer 3, et qui nous donnent de la marchandise, mais il faut des conducteurs pour aller chercher, pour les décharger ensuite, pour trier. Et là, on commence à avoir une baisse du nombre de bénévoles liée au fait que le Covid d'une part, la peur du Covid, également, nous sommes beaucoup des retraités dans les Restos du Cœur qui interviennent, et bien les retraités qui commencent aussi à partir, profiter de ces libertés, entre guillemets, pour partir dans la famille, et du coup on est en manque de bénévoles. Ouais, la saison d'été aide pas. Florent Houdemont, la Fondation Abbé Pierre a constaté, j'imagine aussi, ce glissement des profils vers les jeunes générations, les étudiants, on l'a vu dans le reportage, eux aussi sont concernés par les questions de logement, de mal logement, les actifs également, et puis évidemment les retraités. Oui, en soi, en fait, c'est pas des nouveaux publics, c'est la hausse, par contre, du nombre notamment de jeunes, hein, et ça, c'est vrai que c'était le plus marquant pendant cette crise, le nombre de jeunes qui commencent leur vie dans le plus extrême dénuement. On a eu, nous, des jeunes qui sont venus en situation de faim sévère, hein, et on travaille très bien avec le Restaurant du Cœur et d'autres, avec les Restos du Cœur et d'autres sur ces sujets. On a vu évidemment les problématiques de loyer. On voit aussi beaucoup d'actifs qui travaillaient par exemple dans l'hôtellerie-restauration où c'est des CDD. On espérait un renouvellement qui n'a pas eu lieu. On arrive en fin de droit. Donc on voit de toute façon ces derniers mois l'augmentation du nombre de bénéficiaires des minima sociaux est entre 10 et 20% sur les 3 départements Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes. Le pire, c'est Alpes-Maritimes. Donc effectivement, c'est aussi des pertes de revenus. C'est des pourboires qu'on ne touche pas. C'est du travail non déclaré. On peut... c'est rarement en fait les salariés qui font ce choix du travail non déclaré, et là c'est des pertes de revenus sèches où le chômage partiel n'a pas eu lieu.
Donc c'est l'ensemble de ces nouveaux publics qu'on voit effectivement basculer. Mais encore une fois, cette crise sanitaire, et là c'est un constat qu'on partage souvent avec les Restos du Cœur et d'autres grandes organisations de l'urgence sociale, c'est qu'en fait la crise sanitaire, elle vient après des années de hausse incessante de la précarité. Et donc c'est comme une lame de fond où nous, acteurs de première ligne, on essaye de faire face avec les bénévoles, avec les équipes salariées et avec la générosité des Français et leur mobilisation que je tiens à souligner. Mais au bout d'un moment, on voit bien que s'il n'y a pas un grand sursaut national, on va arriver à bout de course et c'est ça notre grosse crainte pour les mois à venir. Est-ce que le sursaut national dont vous parlez doit s'animer dans le cadre du plan de relance, parce qu'on entend beaucoup de choses dans le cadre de ce plan de relance, tous azimuts, hein, l'argent est distribué, distribué, vous m'avez compris, un peu tous azimuts, mais très peu finalement sur la précarité, sur l'accompagnement des chômeurs, par exemple. Est-ce que c'est l'angle mort de ce plan de relance ? Alors nous, très clairement, on a essayé de regarder dans le détail le plan de relance. 100 milliards d'euros, c'est 800 millions d'euros pour les plus précaires. Ça peut sembler beaucoup, ça n'est que 0,8%. Donc on a bien un effort qui est franchement pas à la hauteur, 0,8% de ce plan de relance consacré aux plus pauvres. Et nous, on espérait beaucoup plus. Et surtout, le logement est le grand parent pauvre. Généralement, vous savez, on disait en économie, quand le BTP va, etc., dans le passé, les plans de relance faisaient quand même une part belle à la construction. Et là, c'est un des grands absents et ça se voit dans des chiffres qui sont catastrophiques, et tendanciellement à la baisse depuis 3-4 ans encore une fois, mais catastrophiques sur l'année écoulée en matière de mise en livraison de tous les types de logements. Et parmi eux, les logements les plus sociaux, évidemment, sont aussi en chute libre. Vous aviez, la dernière fois qu'on s'est parlé dans cette émission, prévu de faire des propositions, un certain nombre de propositions au gouvernement. Où ça en est ? Écoutez, on les a interpellés. On avait espéré un report de la trêve hivernale, à tout le moins une augmentation massive des FSL. Le gouvernement a fait un vrai geste qu'il faut saluer. On était aussi inquiets parce qu'en fait, la trêve hivernale, c'était aussi la fin d'un système qui est en parallèle et qui était l'hébergement de 43 000 places de plus pour les sans-abri pendant la crise sanitaire, puisqu'on disait aux gens de se confiner et qu'ils étaient à la rue, et on nous annonçait une fin progressive. Là, heureusement, le gouvernement, je salue les gestes quand ils sont faits, a prolongé jusqu'en mars 2022 cet effort important, a augmenté le fonds de solidarité et logement, mais on n'a pas été suivi sur le fonds d'indemnisation des bailleurs, alors même que des députés, comme le député des Moulins, le proposaient. Et bien entendu, c'est surtout dans le cadre du plan de relance, mais on vient d'en parler, qu'il fallait faire beaucoup plus pour le logement des plus pauvres. Un dernier mot avec Christian Lepine pour les Restos du Cœur. Vous aussi, vous pensez que l'État doit venir au soutien de la Banque alimentaire, du Secours populaire, des Restos du Cœur, parce que vous allez avoir à gérer énormément de monde dans les semaines et les mois qui arrivent. Ah bah oui, on craint énormément la fin de la reprise que tout le monde attend. Et là, on s'attend, nous, de notre côté, à recevoir énormément de gens parce qu'il va y avoir forcément des gens qui vont se retrouver sans boulot, licenciements, des choses comme ça, des entreprises qui vont fermer, qui ne pourront pas reprendre. Et là, nous, on s'attend effectivement à une forte reprise de notre activité, si on peut appeler ça qu'une activité, mais on est là. Et c'est sûr que ça va être très difficile. Quand on a subi le Covid l'année dernière, il a fallu se retrousser les manches parce que c'était très dur de prendre en charge autant de familles nouvelles et de pouvoir leur donner à manger correctement. Le problème, c'est de donner à manger, mais c'est de donner à manger correctement. Il ne s'agit pas de donner une boîte de conserve, un morceau de pain. Il s'agit qu'ils puissent se nourrir correctement. Sans nourriture, c'est impossible. Donc ça, c'est effectivement très important et on attend énormément, bien sûr, de l'aide de l'État et pour nous, bien sûr, c'est clair. Merci beaucoup à tous les deux. Florent Oudemont, directeur de la Fondation Abbé Pierre pour notre région, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis Christian Lepine, chargé de relations et grands événements pour les Restos du Cœur à la Seigne-sur-Mer, c'est dans le Var. Bonne soirée à vous et à bientôt sur les antennes d'Azur TV. Il est quasiment 18h30, on va donc entamer la deuxième partie de ce grand direct. Avec dans les titres de cette deuxième demi-heure, l'équipe de France de foot qui est bien arrivée à Nice. Les Bleus qui vont jouer demain leur match de préparation à l'Euro. Ce sera à l'Alliance Riviera. Très compliqué de les apercevoir en raison de la bulle sanitaire, mais vous entendrez quand même quelques supporters rencontrés par Sébastien Serrano. Nous nous intéresserons ensuite aux nouvelles technologies qui
s'invite dans les vignes. 174 millions de bouteilles qui sont produites chaque année dans la Provence, en Provence, l'appellation d'origine contrôlée en Provence. Eh bien, vous allez voir que des robots, des tracteurs électriques sont désormais déployés sur les exploitations. Et puis, nous nous intéresserons à ce festival consacré au street art qui est de retour, 3e édition à Saint-Raphaël. Nous serons avec l'organisateur et une artiste qui sera avec nous en plateau. Ça démarre demain et ça se poursuit jusqu'au 13 juin. Mais pour débuter donc le foot et l'équipe de France de Didier Deschamps qui s'est posée ce matin sur le tarmac de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Les Bleus qui vont disputer demain un match de préparation sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Sébastien Cerno. L'équipe de France est arrivée à Nice, une arrivée plus que discrète au terminal 1 de l'aéroport Nice-Côte d'Azur à 11h55 ce matin. Didier Deschamps et ses hommes ont ensuite rejoint un hôtel de la Promenade des Anglais. Pour les quelques supporters présents, pas facile d'approcher les champions du monde, mais l'essentiel était de retrouver les Bleus sur la Côte d'Azur. Vous savez, avec de cette distance, on ne voit pas beaucoup. Voici, on a vu Karim Benzema, on a vu Mbappé, Varane, on voit un peu de loin, quoi. Mais bon, c'est pas comme s'ils étaient à tout près, quoi. Mais bon, il y a le Covid, on peut rien faire. Après 8-9 mois de disette, c'est fabuleux de retrouver les Bleus à un pointu de chez moi d'Antibes. C'est fabuleux, mais il y a un mélange de joie, d'allégresse, mais aussi de tristesse, de déception, parce que demain, hélas, on regardera ce match-là à la télé. C'est ça qui est triste. Mais le fait de retrouver les Bleus, c'est beau, quoi, à Nice, à côté. Et moi qui fais toujours les déplacements à droite à gauche à travers la planète, là, 44 pays de visiter, et puis c'est beau, on retrouve l'espoir. Je vois que les petits jeunes qui étaient là, ils sont déçus parce que ça a été furtif comme d'habitude. J'ai connu 276 matchs, alors j'en ai connu des arrivées des Bleus à leur hôtel. Bon, mais là c'est raison de plus avec le problème des mesures sanitaires, tout ça, c'est normal qu'ils passent en courant d'air. Mais le fait de les avoir vus, ça met du baume au cœur. Voilà. France-Pays de Galles, premier match des Bleus avant l'Euro, coup d'envoi demain, 21h05 à l'Alliance Riviera. Et autre objectif pour les sportifs de notre région, les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Olympiques 2020 qui vont avoir lieu en 2021. Et parmi les athlètes qui vont représenter les Bouches-du-Rhône, il y a Nicolas Navarro qui s'entraîne pour l'une des disciplines majeures, le marathon. C'est Manon Mujica qui a essayé de lui courir derrière. Avec une allure de 20 km/h, il ne passe pas inaperçu. Après tout, Nicolas Navarro n'est pas monsieur tout le monde. L'Aixois représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. À 2 mois de l'échéance, le marathonien attaque la dernière ligne droite de sa préparation. Ça représente des semaines à un peu plus de 200 km d'entraînement. Donc tous les jours, c'est du bi-quotidien, le matin et le soir, avec soit des séances sur piste comme aujourd'hui, le mardi et le jeudi, et des sorties beaucoup plus longues jusqu'à 40 km le dimanche généralement. Fan de vélo, le jeune Nicolas rêvait davantage du Tour de France que des Jeux Olympiques. Mais une mauvaise chute a stoppé net ses espoirs. Il découvre la course à pied sur le tard à 21 ans et enchaîne les performances, dont un record personnel de 2h09 au marathon de Valence. Aujourd'hui âgé de 30 ans, Nicolas s'est hissé au plus haut niveau. Demain côte derrière ? Ouais, ça passera. Oui. Ouais. Une fierté pour le club d'athlétisme d'Aix-en-Provence dont il est licencié et pour son coach également. C'est un événement unique qui se passe, donc il y a beaucoup d'entraîneurs qui connaîtront jamais le haut niveau avec un travail en duo avec un athlète. Donc il faut savoir profiter et savourer ces moments et essayer d'en tirer le maximum pour l'athlète évidemment. En tirer le maximum, même si la concurrence reste élevée et les chances de décrocher une médaille plutôt minces. Le marathon justement c'est une épreuve on sait qu'il faut rester humble et tout peut arriver, mais il faut savoir rester à sa place aussi. Et, on sait qu'on n'est pas les meilleurs mondiaux, donc il va falloir rester prudent. Et si je peux faire un top 30, ça sera très bien.
Nicolas Navarro s'élancera le 8 août prochain depuis la ville de Sapporo, au nord de l'archipel japonais, pour ce qui sera sans doute la course la plus importante de sa vie. À Nice, les élèves du collège Don Bosco ont été sensibilisés ce matin à questions environnementales, à la préservation de notre environnement. À la manœuvre, l'association G-Addiction qui a transformé les salles de classe en véritable terrain de jeu grâce au prisme d'un escape game que vous fait découvrir Marie Justo. Des salles de classe totalement transformées, une pièce pour les conférences de l'ONU, un espace naturel inspiré du parc du Mercantour, un laboratoire de recherche, une mer polluée, le collège Don Bosco s'est transformé en immense terrain de jeu autour des conséquences du dérèglement climatique. Les récifs coralliens abritent 30% de la biodiversité marine. Disparaîtront si le réchauffement climatique dépasse 2%. Alors tu vas pouvoir ouvrir le coffre. Donc 30%, ça vous paraît beaucoup ou pas? Ouais. C'est énorme, un peu quand même, ouais. Sous forme d'escape game, ces élèves de 4e doivent trouver des indices et répondre aux énigmes, une manière ludique d'apprendre et d'être sensibilisés à la transition écologique. Pour tous ceux qui vont vivre dessus, eh bien leur maison elle disparaît, même chose. Imaginez, on prend un bulldozer, on rase tout. Appris des éco-gestes, que ça impacte sur le monde. Donc du coup, elle nous a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire chez nous et pour protéger la biodiversité, l'environnement et la mer. Elle nous a montré les nombreux dangers pour la biodiversité et les divers moyens pour la protéger. Comprendre et apprendre les éco-gestes, l'objectif faire de ces jeunes des acteurs de la transition écologique. Vous avez un volet préservation de la biodiversité. On apprend ici à respecter la biodiversité marine, la biodiversité locale. Ensuite, il y a un volet apprendre à consommer moins et mieux, des productions locales, des fruits et légumes de saison qui font travailler nos agriculteurs ici chez nous. Et ensuite, vous avez un volet transition écologique. Donc c'est complet. Les jeunes apprennent les 10 éco-gestes qu'ils peuvent mettre en place dès demain. Donc c'est clair, c'est facile d'appropriation et puis dès demain, ils peuvent enclencher le mouvement. À la fin de l'année scolaire, 2000 élèves auront été sensibilisés dans le département des Alpes-Maritimes. Nous prenons maintenant la direction des vignobles varois où les professionnels ont été sensibilisés cet après-midi aux nouvelles technologies, notamment pour les aider lors de la période des vendanges. Évidemment, la tendance est à l'électrique et aux véhicules autonomes également, puisque des robots viennent maintenant aider les viticulteurs. Marion Colangelo. C'était l'une des attractions phares de cette journée. Ce tracteur 100% électrique. Aujourd'hui, le besoin agronomique, clairement, il est sur la réduction du poids et d'apporter des engins qui sont beaucoup plus légers pour tasser les sols le moins possible. Et aujourd'hui, grâce à une architecture unique et une motorisation électrique en direct drive, c'est-à-dire avec des moteurs directement dans les roues, il n'y a pas de transmission. On a un enjambeur comme celui-ci qui pèse 1,8 tonne, c'est-à-dire entre 2 et 3 fois plus léger qu'un enjambeur thermique équivalent. Un engin réalisé sur mesure qui permet de répondre à de nombreuses problématiques. Vous avez une centrale hydraulique qui permet d'alimenter les outils et on est vraiment sur le travail du sol. Par exemple, nous allons faire la démonstration avec des lames intercept hydrauliques aujourd'hui et entretien de la vigne puisque devant on peut monter une rogneuse, une essimeuse. Donc voilà les deux applications pour lesquelles il est conçu, travail du sol, entretien de la vigne. Autre innovation, ces robots électriques munis de GPS. Ils permettent de désherber sans avoir recours aux produits phytosanitaires. Avantage supplémentaire, le gain de temps. Je gagne beaucoup de temps, donc ça me fait un travail qui est récurrent dans une exploitation quand vous travaillez le pied, quoi. Donc là, ça me fait gagner énormément de temps. C'est un investissement qui est conséquent, mais qui normalement va être très bien, quoi. Très vite amorti, oui. Pour rappel, 174 millions de bouteilles sont produites sous l'appellation AOC Côte de Provence, une filière qui représente 40 000 emplois.
Et nous ouvrons maintenant une page culture puisque nous allons évoquer le festival Résonance urbaine avec nos invités dans le dernier quart d'heure de ce grand direct, un festival de street art dans les rues de Saint-Raphaël. Mais avant cela, je vous emmène à Cannes, dans le vieux village du Suquet. Là aussi se niche un paradis pour les artistes que va vous faire découvrir Stéphanie Mossman. Une ancienne morgue transformée en espace de création plastique contemporaine. C'est l'histoire du Suquet des artistes à Cannes. Un lieu atypique, singulier, qui abrite 4 ateliers attribués à des artistes cannois et un espace d'exposition de 350 mètres carrés. Un parfum de Berlin underground sur les rives de la Méditerranée. Donc ici, vous voyez, vous êtes vraiment, je dirais, dans le cœur artistique de ce Suquet, de ce lieu, qui est un endroit vraiment qui nous permet de proposer aux artistes un lieu d'exposition vraiment extrêmement original. Vous le voyez ici, donc vous avez ces voûtes. Nous sommes vraiment dans l'ancienne morgue. Donc, je ne sais pas s'il faut imaginer les corps comme ça entassés, ça c'est peut-être un fantasme, mais en tout cas c'est vrai que c'est un lieu qui me semble habité par des fantômes. Et que vous me croyez ou non, les artistes sentent cette présence, sentent le fait que c'est un endroit habité, le fait que c'est un endroit qui a une âme, une mémoire, et je crois que c'est grâce à cela qu'on réussit à les convaincre de venir ici, d'exposer ici, aussi peut-être parce que ça leur rappelle les grottes. Donc voici l'un de nos artistes en résidence qui est Richard Ferry Pisani. Et je vous laisse découvrir son atelier qui est une sorte de fourre-tout labyrinthique assez extraordinaire. Un labyrinthe construit comme une sorte de cabinet de curiosité. À l'image du résident, l'atelier est un concentré de folie artistique. À côté de poupées et d'objets en tout genre se glissent ses œuvres. Des œuvres contées comme des bandes dessinées. Chaque panneau a une petite histoire. Ça peut être un délire, un changement d'époque ou alors enfin, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est une sculpture que j'avais pris en photo. Et bon, la dernière fois, j'ai découpé ça et je l'ai posé simplement là. Bon, c'est pas encore fini, il y aura tout un travail autour. Mais bon, ça me convient, donc ça va être collé dans pas longtemps d'ailleurs. Et voilà, et puis après, ça peut donner donc un travail plus... Après, il y a tout un travail d'encre, de peinture, de vernis, de collage. Éclectisme et fantaisie, voilà plutôt les maîtres mots de l'artiste Olivier Domain, alias Hall. Dans son atelier, il ne travaille pas au pinceau, mais sur ordinateur, et ce, depuis la fin des années 90. On peut faire 10 tableaux par jour, quoi. Mais sur ces 10 tableaux premier jet, il va ressortir peut-être 1, voire 0. C'est juste des idées qui fusent. Plutôt que de les croquer, on les stocke sur un disque dur, quoi. Non, on va juste faire une manipulation où on va y rajouter un tatouage. Les tatouages, la dernière lubie de l'artiste à l'univers baroque pop. Olivier Domain revisite les icônes internationales de la musique et du 7e art. Et pour désacraliser leurs images, il leur ajoute de l'encre à la façon des criminels soviétiques. À travers ses œuvres, il s'intéresse à la question des symboles, des signes d'appartenance à un groupe. Certains tatouages, particulièrement chez les Russes, ne sont pas esthétiques du tout. Ils sont faits avec des aiguilles et de l'encre au fond d'un couloir ou dans les toilettes des prisons. Donc il n'y a pas une démarche d'esthétisme, il y a une démarche d'affirmation. Voilà pour le travail de ces artistes au Suquet. C'est bien sûr à Cannes. Là, il va en être encore question pour le dernier quart d'heure de ce grand direct. Avant cela, vous le savez, le rappel des titres. 4 interpellations à Marseille après cette violente agression le 24 mai dernier dans le quartier du Panier. Un couple qui a été frappé gratuitement sans raison. L'une des victimes a été placée en coma artificiel. Il va mieux aujourd'hui, mais le déchaînement de violence a été impressionnant et ce sont les caméras de vidéosurveillance de la ville qui ont permis d'interpeller les suspects.
La baignade est désormais surveillée à Toulon et sur le territoire de la métropole. 34 sapeurs-pompiers qui veillent sur vous grâce à 12 postes de surveillance. C'est le signe que l'été est là et bien là. Et puis la fin de la trêve hivernale, c'est demain. 60 000 foyers sont, 60 000 personnes sont menacées dans notre pays, beaucoup dans notre région. On a entendu, grâce à nos invités, que les associations comme les Restos du Cœur voient leur fréquentation exploser également. Nous allons terminer avec de meilleures nouvelles, ce grand direct, puisque nous allons vous proposer une petite excursion du côté de Saint-Raphaël pour découvrir la 3e édition du festival Résonance Urbaine. Il s'agit de street art, c'est un musée à ciel ouvert en réalité dans la cité varoise, avec plusieurs artistes qui prennent part à cette manifestation. Parmi eux, Olivia Paroldi, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes artiste. Vous connaissez d'ailleurs très bien le Suquet et le Suquet des artistes, puisque vous y travaillez. C'était le reportage qu'on vous a proposé juste avant. Nous rejoindra dans un instant Alexandre Guy, qui est l'organisateur de ce festival Résonance Urbaine. Il nous en dira un petit peu plus sur les conditions d'organisation. Il est là, on le voit. Mais Olivia, ma première question va à l'artiste que vous êtes. On a tendance à penser que vous, les artistes, les plasticiens, les graveurs, vous aimez travailler dans vos ateliers en solitude totale, mais j'imagine que le public vous a manqué quand même un petit peu pendant le confinement. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, bien sûr, les expositions n'ont pas eu lieu, enfin il y a des tas d'événements qui ont été complètement annulés, donc un événement comme celui-ci est très attendu. Alors, Alexandre, dites-nous tout sur ce festival Résonance Urbaine qui démarre finalement dans les premiers jours du déconfinement. C'est à Saint-Raphaël et je le disais, c'est une balade que vous proposez hors les murs ? Oui, bonjour. Effectivement, c'est un festival qu'on propose sur une quinzaine tous les ans au début du mois de juin et qui consiste notamment et principalement à inviter des artistes urbains, quelles que soient leurs techniques et leurs esthétiques, pour venir habiller un certain nombre de façades sur la commune de Saint-Raphaël. Et maintenant, cette année, on attaque la 3e édition. Donc, au fil des 2 premières éditions, on a maintenant ce qu'on appelle un parcours street art qui jalonne comme ça les quartiers de la ville. Et vous avez à l'image, à l'instant, la dernière œuvre en date qui a été faite la semaine dernière par Mademoiselle Maurice et Dire 132, qui est un hommage à la Résistance et à Jean Moulin. Oui, parce que c'est l'école Jean Moulin, je l'ai reconnu. Tout à fait, c'est ça, c'est l'école Jean Moulin. C'était dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, parce qu'on essaye de faire du lien, évidemment, entre les thématiques abordées sur les fresques et justement les thèmes d'actualité ou le patrimoine aussi de la ville ou les phénomènes d'actualité. Alors, il y a pas mal d'artistes de renom qui sont passés par Saint-Raphaël, Lokis, Rature, que vous invitez aussi régulièrement, Akin, Brock, j'en cite certains pour les amateurs. Comment sont-ils sélectionnés, entre guillemets, et comment vous sélectionnez les lieux, les murs que vous leur proposez d'habiller ? Alors, concernant les artistes, on essaye de faire un savant dosage entre la scène locale, on va dire, azuréenne, la scène nationale, voire internationale. On essaye de doser aussi sur les techniques, parce qu'il y a la peinture acrylique, il y a la bombe, il y a le collage, il y a le décor en patrimoine, enfin, il y a un ensemble de techniques. Puis on se fait fort aussi d'essayer d'inviter autant, bien sûr, des artistes féminines que des artistes masculins. Après, concernant les murs, c'est toujours plus facile d'habiller des murs publics parce que ça demande un petit peu moins de contraintes administratives, on va dire. Mais de plus en plus, comme on est connu maintenant pour animer et développer ce festival, on a des murs de propriétaires privés qui viennent à nous et qui nous disent qu'ils aimeraient justement intégrer la programmation du festival et venir proposer un mur pour une création artistique. Vous pouvez nous parler de la personne qui est derrière vous et qui est en train de travailler. Alors vous êtes où exactement et qui est l'artiste ? Alors là, on est au quartier de l'Aspect. C'est un quartier pas très loin du centre-ville de Saint-Raphaël. Et l'artiste qui est en train d'œuvrer, c'est un duo d'artistes en fait, qu'on appelle les Sismic Azote, et qui nous viennent du sud-ouest et qui travaillent pour le coup à la peinture acrylique,
et qui surtout s'attelle à développer des projets artistiques en lien et ancrés dans un territoire et en l'occurrence dans un quartier. Donc toute la semaine, ils restent là pour faire cette grande œuvre monumentale sur ce mur qui fait 165 mètres carrés, il fait 15 mètres de haut. Mais au-delà de ça, ils vont rencontrer les habitants pour leur proposer un atelier d'écriture qui vont leur permettre de développer une phrase qui va s'inscrire sur ce mur et une conférence sur leur travail. Et puis ils vont aussi créer un mur participatif avec les jeunes du quartier et la population du quartier en général. Oui, parce que le quartier de l'Aspet, c'est un quartier dit populaire. Et en fait, le parcours emmène le spectateur, le visiteur, dans des écoles, dans des lieux très connus comme la médiathèque, où nous irons dans quelques instants avec vous, Olivia, mais aussi dans les quartiers. Olivia, je le disais, donc vous participez à ce festival. Je connaissais surtout votre activité de graveuse. Et en fait, j'imagine que vous utilisez votre technique d'étampe urbaine, finalement, pour ce que vous allez proposer là, au festival Résonance Urbaine. Vous, ce sera sur la façade du centre culturel. Hein. Alors, ce sera fait la semaine prochaine, c'est-à-dire que voilà, vous allez intervenir en cours de fabrication pendant le festival. Ce sera sur les 4 étages de l'escalier du centre culturel à l'intérieur, donc ça se déploiera sur 4 étages. Et effectivement, ce sont des estampes je constitue des fresques avec des estampes. Donc l'estampe, c'est le fruit d'une gravure. Et donc moi, je grave et ensuite j'imprime à la main et j'installe des fresques à partir de ça. Alors, le gros avantage de ce festival, c'est que là, a priori, on n'a pas de problème de jauge. Donc, on va pouvoir se balader librement avec son masque, hein, évidemment. Qu'est-ce que ça change dans l'approche de l'artiste d'exposer comme ça en plein air sur un parcours parce que des gens passent devant aussi sans véritablement forcément se rendre compte qu'ils passent devant une œuvre. Qu'est-ce que ça inspire chez vous, cette façon de présenter l'art ? Ouais, alors moi, c'est ce que je fais déjà depuis plusieurs années, puisque j'utilise ma technique de gravure pour faire des estampes urbaines, donc intervenir principalement dans l'espace public, l'espace urbain. Donc c'est ce que je cherche déjà depuis longtemps. Et cette interaction-là, c'est quelque chose d'immédiat, de spontané, qu'on ne trouve que dans la rue. Donc c'est particulièrement plaisant. Ça ne demande aucune démarche particulière de la part du spectateur. Et c'est ce qu'on cherche. Alors Olivia, vous restez avec nous, Alexandre également. On va regarder ensemble un petit reportage à Grasse, parce que là aussi, la ville a décidé de soutenir la création d'un festival juste après donc, cette période de la Covid-19 pour doper un petit peu le secteur très touché. Là, il s'agit de théâtre, de représentation, de performances qui, là aussi, vont avoir lieu dans différents lieux de la ville, souvent en plein air, pour éviter justement d'être soumis aux problèmes de jauge. L'agglomération de Grasse lance un nouveau festival pour cet été. Du 4 juin au 7 août, 70 représentations seront organisées dans 17 communes. Une formule tout à fait adaptée au monde post-Covid, en plein air, avec des jauges réduites, ne nécessitant pas de passe sanitaire. Donc il y a un gros dispositif en place, parce que nous allons avoir des gens chargés du Covid, le gel, les masques, entrée, sortie, partout. C'est vous dire cette grosse organisation, mais on va faire en sorte que ça soit le plus soft possible, pour que ça n'apparaisse pas comme quelque chose de pesant. Ce festival des évadés sera aussi décentralisé. Il permettra de mettre en avant l'ensemble du territoire grassois. Ce festival, il faut qu'il soit en plein air, il faut qu'il soit offert à tous et à toutes. Il faut qu'il soit bien sûr dans la ville de Grasse, mais aussi dans les villes et villages du Haut Pays grassois et de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. L'équipe du Théâtre de Grasse connaît parfaitement ces villages, ces recoins, ces placettes. Et même si nous en avons encore découvertes. Un déconfinement de la culture et des professionnels qui en vivent. Nous avons voulu penser aux compagnies, aux troupes, aux intermittents, à ceux qui vivent de la culture. Tout le monde s'est uni pour dire à Grasse, dans chacune des villes et des villages de notre communauté d'agglomération, nous allons créer notre propre plan de relance culturelle. Le nôtre, celui qui nous ressemble. À noter que toutes ces représentations seront gratuites, mais nécessiteront parfois une réservation. Alors Alexandre Guy, dites-moi, vous qui organisez le festival Résonance Urbaine à Saint-Raphaël, il y a là une piste qui avait déjà été explorée, celle de pousser hors les murs la culture, d'explorer de nouveaux terrains, mais ça risque d'être une tendance qui va se confirmer cet été. C'est un peu la solution anti-Covid pour le monde de la culture.
C'est vrai qu'il y a aussi un effet d'opportunité pour nous de déconfiner la culture avec cet événement. Pour le coup, ça correspond au calendrier du festival, donc c'est bien tombé. Mais c'est vrai que ça rentre dans une dynamique où si d'autres problèmes sanitaires venaient à intervenir, c'est aussi une forme d'art qu'on peut continuer à pratiquer dans ces conditions-là. Après, je souhaite qu'on puisse aussi en faire partout, que ce soit dans les murs et hors les murs. Mais pour le coup, oui. Alors du coup, ça me permet de vous dire qu'il y a 2 événements très populaires dans ce festival que forcément on a dû décaler à cet été. C'est le Festival de la Craie qui aura lieu le 6 août à Saint-Raphaël et le Graffiti Jam qui est un rassemblement de 12 graffeurs qui font une performance en simultané en plein cœur de Saint-Raphaël. Ça, ce sera le 28 juillet. Et pour les raisons sanitaires qu'on connaît, on a dû les décaler à cet été. Ouais, où les mesures seront un peu plus souples. Pardonnez cette question complètement bateau, mais qu'est-ce que ça a changé dans votre approche du travail? Est-ce que la crise vous inspire? On a des écrivains qui ont beaucoup travaillé durant la crise pour expier un petit peu leur angoisse. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Moi, ça a un peu changé mes sources d'inspiration parce que je travaille beaucoup sur les rencontres, notamment les rencontres d'enfants, puisque j'anime des ateliers, je m'inspire de ces rencontres-là pour mon travail. Effectivement, toutes ces rencontres-là ont été suspendues pendant un long moment, donc j'ai dû réorienter un peu mes sources d'inspiration. Et comment le secteur de la culture, vous qui l'avez vécu de l'intérieur, a traversé cette crise? C'est un secteur qui a beaucoup souffert, qui a mis du temps à reprendre vie. Ça a dû être difficile à vivre. Oui, on n'en est pas sorti encore. Je pense que c'est un peu prématuré pour en parler au passé. Il y a beaucoup de choses à faire et à imaginer différemment maintenant, mais c'est un sous-secteur qui doit être soutenu beaucoup plus qu'il ne l'est pour l'instant. Ouais. Est-ce que cette dimension-là, Alexandre, elle est hyper présente dans l'organisation du festival cette année, de tendre la main aussi à un secteur d'activité économique, puisque c'est la réalité, qui a souffert? Oui, bien sûr. C'est aussi une façon de soutenir la création artistique, que de maintenir, pas coûte que coûte, mais presque notre programmation. Parce qu'on sait que les artistes, ils ont subi très fortement cette période. Comme tout le secteur culturel, comme vous disiez, ça a été très compliqué de continuer l'enseignement pédagogique dans les conservatoires, de faire venir le public dans des médiathèques et de faire de la médiation culturelle. Mais on a pu quand même maintenir une programmation culturelle au travers de personnes comme Olivia qui a fait des séances pédagogiques autour de la gravure dans les écoles. Et ce festival, c'est aussi ça, c'est rentrer dans les écoles avec des artistes qui viennent apprendre des techniques, que ce soit la gravure, la création plastique, quelle qu'elle soit. Et les gamins se régalent à apprendre tout ça. Voilà, et on va terminer avec vous, Olivia, là-dessus, parce que ça présage peut-être d'un été radieux, en tout cas au niveau de la fréquentation, parce qu'on sait que les conséquences économiques vont être longues à résorber. Mais on espère que les habitants de notre région vont se jeter dans les cinémas, dans les expos, dans les théâtres qui vont rouvrir, et donc aussi au Festival Résonance Urbaine. Oui, en tout cas, ça repart fort, c'est sûr. Il y a plein d'événements à venir et plein d'événements en cours de préparation pour cet été, donc oui, on ne va pas s'ennuyer. Et vous, d'un point de vue personnel aussi? C'est ça, exactement. Vous êtes déjà retourné dans votre atelier du Suquet pour préparer la suite. Merci à tous les deux. Merci Alexandre Guy du festival donc Résonance Urbaine qui démarre demain et jusqu'au 13 juin, c'est à Saint-Raphaël, une déambulation dont le parcours est à retrouver notamment sur le site de la ville. Et merci à vous, Olivia Paroldi, voisine canoise qui est venue donc du Suquet sur ce plateau, dont le travail sera à découvrir donc la semaine prochaine dans les escaliers du centre culturel de Saint-Raphaël et dans les écoles. Et sur les 9 écoles de la ville. Et sur les 9 écoles, parce que c'est le principe de la résonance, exactement, qui est une résonance dans les œuvres. Merci également à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Vinciane Gialis, ainsi que Philippe Codet, Stéphanie Mossman pour réalisation et préparation de cette émission. On se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV. Passez évidemment une excellente soirée.